Bonsoir tout le monde, merci d'être là et de nous rejoindre pour ce webinaire sur les études de master, de niveau master à l'étranger. Alors on a tout un programme ce soir, j'espère qu'il vous plaira. Je vous présente dans un premier temps ma confrère Karine Couli, Bonsoir. que vous devez voir sur son écran, qui nous rejoint de la prestigieuse université de Cranfield au Royaume-Uni. Une université qui est spécialisée dans les programmes de niveau master et au-delà. Donc, dans un premier temps, elle va vous présenter un petit peu son université. On sera rejoint aussi en cours de route par des étudiants de cette université qui vont pouvoir témoigner un petit peu également. Et par Keisha Garnett, qui est professeur, je crois, Karine, c'est ça? Oui, c'est ça. Au sein du programme Environmental Management for Business, qui, je pense, est une filière d'avenir, on va dire, enfin du présent, à vrai dire, mais voilà, qui peut-être en intéressera certains d'entre vous. Et puis ensuite, je prendrai la main pour vous faire une présentation généraliste sur comment monter un dossier en or, on va dire, pour des universités au niveau master, comment choisir les universités, comment choisir votre filière, et voilà, quelles sont les différentes choses à faire pour faire un dossier convaincant. Voilà, ce webinaire est enregistré, donc si jamais vous vouliez revenir voir certaines choses, il sera mis à disposition sur YouTube dès demain. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses que vous voyez en bas de cet écran. On est plusieurs à regarder les questions qui s'affichent en direct, donc on pourra y répondre au fur et à mesure de la présentation. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez des questions peut-être plus personnelles par rapport à un projet qui est le vôtre, le plus simple, c'est vous pouvez utiliser l'outil discussion, où là, vous pouvez vous adresser à une personne spécifique, ou alors nous contacter par la suite. On vous donnera évidemment toutes nos coordonnées pour que vous puissiez le faire. Donc, voilà pour la petite intro. Je vais du coup passer la main à Karine. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour parler de comment monter un dossier. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Marc. Bonsoir à tous. Donc oui, comme Marc l'a dit, je m'appelle Karine. Je suis International Development Manager pour l'Europe et Centre-Asie à l'Université de Cranfield. Donc juste pour vous résumer rapidement, mon job en fait, c'est de m'occuper des étudiants européens qui nous rejoignent chaque année. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter l'université de manière générale et puis un petit peu vous expliquer comment envoyer son inscription avec succès dans une université qui est quand même très prestigieuse en Angleterre. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Marc vous en dira aussi un peu plus. Et comme il l'a dit, donc, je serai rejointe par mes collègues aussi un peu plus tard qui vous détailleront un peu le contenu d'un master, simplement pour vous donner un petit exemple de ce que nous faisons et de ce à quoi vous pouvez accéder. Donc, ma présentation est en anglais, mais je vais parler en français. Je vous prie d'excuser mes petites fautes de grammaire ou d'orthographe ou de vocabulaire parfois, parce que j'ai tellement l'habitude de la faire en anglais que des fois, ça ne vient pas en français. Mais voilà, sinon, ça devrait aller. Alors, j'ai essayé de partager mon écran et ma présentation. Alors, n'hésitez pas à me dire. Marc, si tu peux me dire si tout va bien. Tout va bien pour l'instant, Karine? Super. Allez, alors on y va. Parfait. Donc, on va commencer par voir un petit peu comment choisir la bonne destination quand on décide de partir à l'étranger pour étudier et bien sûr de choisir la bonne université et le bon programme. Alors, juste pour vous donner une vague idée de où se trouve Cranfield, parce que vous ne nous connaissez peut-être pas. Donc, on n'est pas très loin de Londres, on est à une heure en fait de Londres et on est dans un triangle en fait entre Cambridge, Oxford et Londres. Donc, c'est assez sympa parce que quand évidemment le Covid le permet, on peut faire un peu de tourisme. Mais c'est surtout très, très pratique parce que vous pouvez nous rejoindre très facilement, comme vous le voyez sur ma carte. On a plein d'aéroports en fait autour de l'université, donc ça rend les déplacements faciles.
Donc, c'est vrai que c'est bien que ce ne soit pas évidemment peut-être votre critère principal. C'est quand même important pour vous de choisir la bonne localisation de votre université en fonction vraiment de votre vie personnelle et de vos choix. Il y en a qui n'hésiteront pas à partir très loin ou d'autres qui préféreront partir un peu plus près, comme en Angleterre, pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc voilà, donc c'est vrai que les étudiants français qui rejoignent Cranfield en général voilà, ont la possibilité de rentrer assez fréquemment. Alors, le campus est situé au milieu de la campagne, comme vous pouvez le voir sur mon fond d'écran. Malheureusement, je ne suis pas sur le campus en ce moment, mais voilà, c'est une image de notre campus. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est la seule université en Angleterre à avoir un aéroport. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi, mais c'est un aéroport en fait que malheureusement on ne peut pas utiliser pour des vols commerciaux, ça m'arrangerait beaucoup, mais on l'utilise en fait par rapport à l'enseignement. Donc nos étudiants en fait vont prendre des avions et vont faire des expériences en fait à l'intérieur de ces avions pour ceux dont les cours se rapportent à l'aviation. Je vous invite bien entendu à consulter le site de Study Experience où vous pouvez voir plein d'articles et en particulier un que j'ai trouvé intéressant sur les études au Royaume-Uni après le Brexit. Donc vraiment, allez aussi regarder cet article, ça pourra vous aider à comprendre un peu mieux les avantages et les inconvénients d'étudier au Royaume-Uni, mais voilà, des inconvénients, il y en a très peu. Alors, quelques faits très rapidement à propos de Cranfield University. Je vais surtout m'attacher en fait aux deux derniers nombres qui sont en bas de votre écran. On est une université qui est postgraduate seulement, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les masters et les MBA seulement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre université, pour une université anglaise, est quand même assez petite. Et on a la chance d'avoir un prof pour 7 étudiants à peu près, entre 7 et 8 étudiants. Donc, ça vous permet en fait d'avoir une vraie relation de proximité avec ces professeurs. Les professeurs aussi sont des gens qui travaillent en fait, ou qui ont travaillé, ou qui travaillent toujours dans des entreprises. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'en fait, ça vous permet vraiment de développer votre réseau et par conséquent de trouver plus facilement un emploi. Alors l'emploi, justement, comme vous le voyez sur mon slide, on a eu en 2017, 96% de nos étudiants qui ont trouvé un emploi dans les 6 mois après avoir fini leur master. Certains même ont trouvé un emploi en même temps alors qu'ils n'avaient pas encore fini leur master. Parce qu'on a des liens très forts avec les entreprises. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, tout ça fait qu'on a la chance d'avoir ce haut taux d'employabilité pour les étudiants qui ont étudié à Cranfield. L'année dernière, ces chiffres ont baissé un petit peu. On était à seulement, si j'ose dire, 93%, voilà, par rapport au Covid, etc. L'employabilité a été un petit peu plus dure, mais voilà, on espère évidemment et on fait tout pour que les chiffres repartent à la hausse, bien sûr, dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Cranfield? Alors, nous, on est, donc, comme je l'ai expliqué, une université postgraduate. Donc, on ne fait que des masters et des MBA. Et en fait, on a l'université divisée en 4 écoles. Alors, vous avez la School of Aerospace Manufacturing and Transport Systems. Donc, comme vous le voyez sur mon écran. Ensuite, on a la School of Water, Environment and Energy, Cranfield Defense and Security et la School of Management. Donc, en gros, on est vraiment spécialisé en ingénierie, en technologie et en management. Donc, à l'intérieur de tous ces thèmes que vous voyez sur mon écran, vous aurez en fait les différents masters qui sont classés et les différents cours qui sont classés en fonction de la thématique à laquelle ils se rejoignent. L'avantage aussi, c'est que comme on a cette double compétence ingénierie-management, on a énormément de nos élèves qui soit font 2 masters, ça leur permet d'avoir une spécialité double en ingénierie et management, ou alors à l'intérieur des cours d'ingénierie, vous avez aussi un peu de management. Donc, ça vous permet d'ouvrir un peu le champ de vos possibilités quand vous cherchez un emploi. Alors, je vais essayer de vous jouer une petite vidéo qui va vous montrer en fait certaines de nos infrastructures. Alors, je vais juste pour un instant arrêter de partager mon écran pour vous montrer voilà, cette vidéo. Alors, c'est la vidéo en fait de présentation de Cranfield, mais elle est assez bien faite et elle vous montre
la majorité de nos infrastructures, parce que c'est vraiment une des chances qu'on a à Cranfield, c'est qu'on a vraiment des infrastructures qui sont vraiment sympas. Alors, hop, Marc, je compte sur toi pour me dire si je partage le bon écran. Pour l'instant, rien. Oui. Ah, super. On a un bel œil. Excusez-moi. On va faire des cauchemars tous. Oui, exactement. C'est pas la meilleure. C'est pas le but. Donc voilà, regardez bien juste ça. En fait, ça va juste vous montrer déjà ce qu'on fait et aussi en fait certaines de nos infrastructures qui sont un des plus de l'université. Here at Cranfield, we always like to see the bigger picture. As an exclusively postgraduate university, we take learning to new heights in technology and management. We award over 5% of the UK's engineering and technology PhDs every year. 81% of our research is classed as world-leading. Our academics find solutions to global challenges. Our graduates leave ready to launch into high-flying careers. That's why we rank in the UK top 5 for both commercial research and professional development. The bigger the question posed, the more innovative the solution required. That means collaboration between the brightest minds from academia and from industry, working together. Everything we do is in partnership, whether it's with individuals, business, government, or industry. Those connections create opportunity. The opportunity to innovate. The opportunity to create. The opportunity to make a real impact. Our influence springs from the same bedrock that supports all our activities. Groundbreaking research applied in a practical way to global problems. It's our signature approach to learning that allows our people to make their mark, to build the kind of careers they want, and to become part of an alumni network which extends right around the world. So many brilliant minds in such close proximity creates a powerful flow of knowledge. Ideas are the currency our learners trade in. Our graduates are shining lights in leading thinking and policy making across the globe. Here at Cranfield, we like to aim high across technology and management. Our work reveals new horizons, and we create the leaders to get there. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le genre d'infrastructure et le genre de travaux que nos étudiants peuvent faire. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc, en fait, hop, pardon, voilà. Donc, en fait, voilà, quelque chose qui explique en fait le taux élevé d'employabilité qu'on a à l'université, c'est les liens qu'on a avec les différentes entreprises et industries autour du monde. Donc, en fait, il y a des industries évidemment internationales, mais aussi plein d'industries locales. Et ça, en fait, ça nous permet vraiment d'offrir aux étudiants l'opportunité de mettre un pied dans l'entreprise très tôt, en fait, dans leur cours. Comme je ne sais pas si vous l'avez compris dans la vidéo, mais en fait, ils expliquent que ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est pour l'enseignement, en fait, on ne crée pas des sujets
pour le simple but d'enseigner. En fait, tous les sujets sur lesquels nos étudiants vont travailler, ce sont des commandes en fait de la part des entreprises, ce qui permet aux étudiants de travailler sur des vrais projets d'entreprise avec des vrais gens, des vrais professionnels, et par conséquent, voilà, de commencer à créer des liens avec ces entreprises qui par la suite peuvent leur permettre d'avoir d'obtenir un emploi, de se faire remarquer. Donc, en fait, les masters sont divisés en 3 phases et ils sont sur une durée d'1 année. Alors, l'avantage d'avoir un master sur 1 année, c'est que quand la plupart des masters européens se font sur 2 années, nous, ça se fait sur 1 année. Et quand j'ai 1 année, par contre, c'est vraiment 12 mois, c'est 12 mois pleins. Donc, c'est de octobre à septembre. Et en fait, ça vous permet de gagner du temps, d'être sur le marché de l'emploi un peu plus rapidement. Et ça permet aussi à certains étudiants de faire ce qu'on appelle le double degree avec leurs universités dans leur propre pays. Donc, en fait, d'octobre à février, vous avez tout ce qui est cours. Donc, c'est quand même assez intensif. C'est beaucoup de lectures, de séminaires, de travaux en laboratoire, etc. Ensuite, de février à mai, vous avez tout ce qui est projet en groupe. Donc là, vous serez en fait avec des camarades, 6 à 8 camarades qui vont, avec lesquels vous allez vraiment travailler sur un projet comme si vous étiez dans une entreprise. Et la plupart de ces projets, comme je l'expliquais plus tôt, sont en fait des commandes qui ont été faites par des entreprises. Et après, de mai à septembre, vous allez rédiger votre thèse individuelle. Donc, tout ça, en fait, ça va vous permettre d'obtenir les crédits qui vont ensuite vous permettre d'obtenir votre master. Et tous les masters, voilà, sont plus ou moins sur le même schéma. Donc, vous avez les différents thèmes, comme je les ai rappelés au début de cette présentation. Alors, comment commencer à s'inscrire à Cranfield si vous souhaitez nous rejoindre? Donc déjà, je conseille vraiment de vérifier le contenu du cours et le contenu de chaque module. Donc en fait, les cours sont organisés en modules électifs ou obligatoires. Donc ça, c'est important vraiment de bien vérifier sur le site internet les modules. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, on a l'équipe pédagogique qui est très, très présente et qui vous offrira beaucoup de soutien. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on vous mettra en relation avec le course director qui peut vous expliquer et aller un peu plus dans le détail du cours si le site web n'a pas réussi à vous donner toutes les informations. Il faut aussi bien vérifier ce qu'on appelle les entry requirements. Donc, les entry requirements, c'est tout ce qui est vos résultats académiques, donc vos résultats universitaires, mais aussi tout ce qui est test d'anglais. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, dû au Brexit, vous payerez en fait des FII internationaux. Alors, les FII internationaux sont bien entendu un peu plus chers que les FII européens comme c'était dans le passé. Donc, on a mis en place toute une série de bourses pour les étudiants européens. Justement pour continuer à les aider à financer leurs études. Donc, si vous souhaitez envoyer votre inscription, pareil, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous demander ce qui est disponible et on va vous diriger vers différentes bourses qui vont vous permettre et vous donner un petit coup de pouce pour financer vos études. Ça peut aller jusqu'à 50% des fees, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, ça vaut le coup de chercher. Il y a aussi en France, on a la chance d'avoir beaucoup de régions qui soutiennent les ingénieurs aussi. Donc, il faut aussi faire des recherches. Mais une fois de plus, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à me contacter en premier point de contact, puisque voilà, ça fait partie de mon travail aussi d'aider les étudiants à financer leurs projets. En Angleterre aussi, on a énormément de bourses qu'on appelle Merit-Based Bursaries. Donc, en fait, c'est des bourses sur critères académiques qu'on offre en fait aux étudiants qui sont les plus talentueux, qui ont les meilleurs résultats. Et en général, les étudiants français ont de grandes chances d'obtenir ces merit-based bursaries parce qu'on a la chance d'avoir un très très bon système éducatif en France. Donc, il faut vraiment, sans partir la fleur au fusil, je dirais, il faut vraiment vous donner toutes les chances d'obtenir ces bourses-là et il suffit en fait de postuler. Alors, je vais très rapidement vous montrer un petit peu le campus. Alors, je n'ai pas le temps de vous amener dans un tour du campus virtuel, mais je vous invite vraiment à aller sur le site de Cranfield et à visiter le campus. On a ce petit outil où vous cliquez en fait sur les différents bâtiments et vous pouvez rentrer dedans. Il y a des visites à 360 degrés, il y a des vidéos, etc. Ça vous donne vraiment une belle idée du campus. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à aller sur le site web pour visiter le campus.
Alors, très rapidement, on a en fait tout ce que vous pouvez tout ce dont vous pouvez avoir besoin, pardon, sur le campus. On a un supermarché, on a des magasins, vous avez une salle de sport, un centre de fitness, vous avez tout un tas tout un tas de terrains de foot, de rugby, de cricket, si vous voulez faire du cricket. Enfin, vous pouvez vraiment faire tous les sports. Comme je vous l'ai expliqué, comme on est aussi en campagne, entre guillemets, vous avez énormément d'espace. Alors, en temps normal, on a aussi la Cranfield Students Association qui organise plein de sorties, plein de choses. Donc, vous pouvez vraiment voilà, vous faire des connexions avec les autres étudiants. La bibliothèque aussi est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez travailler à toute heure du jour et de la nuit. Et vous pouvez aussi faire des rencontres à la bibliothèque, puisque c'est souvent là en fait que les étudiants se mélangent en fait, parce que vous partez à la rencontre d'étudiants qui ne sont pas forcément de votre cours. Alors en termes de logement, donc on a plusieurs options de logement. Là, vous avez un exemple de Students Hall, donc c'est des résidences individuelles, des chambres d'étudiants. Vous pouvez aussi venir avec votre partenaire. Il y a des chambres aussi pour les couples, il y a même des maisons pour les familles. Vous pouvez aussi partager une maison sur le campus avec d'autres étudiants. Enfin, il y a vraiment plein d'options en fonction des budgets, qui s'adaptent à vos budgets, qui s'adaptent à votre vie et puis à vos désirs aussi. Donc ça, voilà, ça compte aussi. Donc il faut bien se renseigner. Ça, voilà, c'est un exemple de chambre d'étudiants, un exemple de cuisine. Donc voilà, donc il faut vraiment essayer de regarder toutes les options. Vous pouvez aussi vivre hors du campus. Il y a des villes comme Milton Keynes, Bedford ou Cranfield Village aussi, qui sont un peu comme des extensions du campus, parce qu'il y a plein d'étudiants qui vivent là aussi. Donc, il faut vraiment regarder le genre de logement qui vous satisfera et qui vous permettra de passer une bonne année en fonction du budget. Alors, en termes d'inscription, comment ça se passe en Angleterre? Moi, je conseille toujours aux étudiants, quand ils envoient leur dossier d'inscription, de le prendre un peu comme s'ils postulaient à un emploi. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus qu'une inscription administrative. Donc, ce qu'on va demander, en fait, c'est d'avoir l'équivalent d'un first ou d'un second class. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des élèves qui sont, si j'ose dire, en haut du panier en termes de résultats scolaires. Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours tenter votre chance, parce que si vous avez fait des choses dans le domaine du master dans lequel vous pouvez postuler, l'université va aussi considérer votre dossier. Tous les dossiers, en fait, sont vraiment épluchés un par un de manière individuelle. Donc, vous allez passer par tout un tas d'étapes différentes. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'il faut vraiment tenter sa chance. Voilà, le fait d'être accepté ou pas va aussi dépendre des gens que vous avez en face, du nombre d'étudiants, du moment où vous envoyez votre inscription, etc. Donc, voilà, tentez votre chance. Il n'y a pas de fausses ou de mauvaises inscriptions à partir du moment où votre projet est motivé et où vous expliquez bien en fait les raisons et le parcours professionnel que vous souhaitez poursuivre. Alors, vous pouvez évidemment vous inscrire en ligne. Donc, vous allez en fait sur ce qu'on appelle les course pages. Donc, c'est-à-dire, c'est la page en fait qui détaille le master en particulier. Puis, vous avez un bouton rose comme sur mon écran, Apply Now. Voilà, et après, c'est assez simple en fait. Tout est expliqué. Donc, comme je l'ai expliqué, comme chaque inscription est vérifiée en fait, et il y a plusieurs stages de vérification par différentes personnes à Cranfield, ça peut prendre entre 3 et 12 semaines. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas de réponse sous une semaine, c'est normal. Alors, pour vous inscrire, il faut évidemment donner votre passeport. Vous devrez écrire ce qu'on appelle un personal statement. En fait, c'est une lettre de motivation. Et comme je le dis toujours, c'est important. Il faut bien la soigner, parce que c'est ce qui va aussi déterminer le fait que vous serez accepté ou pas. Il faut aussi donner votre CV, il faut donner évidemment vos notes, tout ce qui est diplôme, et puis évidemment un certificat d'anglais. Donc tous les certificats qu'on accepte sont sur les pages de cours, donc je vous invite évidemment à les consulter et à passer le test d'anglais requis. Si vous ne parvenez pas à obtenir les bons résultats, vous avez aussi des cours d'anglais qui sont disponibles sur le campus. Mais moi, je conseille toujours aux étudiants, pour des histoires comme on dit, peace of mind, de le faire pendant qu'ils sont encore en France.
Donc voilà, vous avez évidemment beaucoup plus d'informations sur le site de Crownfield et je vous ai mis les liens sur ma présentation. Alors, pour écrire le Perfect Personal Statement, alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une lettre de motivation. Alors, je pense, en tant qu'étudiant français, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire pour s'inscrire dans une université, mais en Angleterre, c'est très important. Il faut comprendre que les universités anglaises, elles sont très compétitives et c'est ce qui fait une des raisons pour laquelle on a un taux d'employabilité si élevé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il faut vraiment soigner ce personal statement. Vous devrez vraiment expliquer pourquoi vous voulez venir à Cranfield, pourquoi vous voulez rejoindre ce programme en particulier, quel impact ça va avoir sur votre carrière et aussi nous donner envie de vous avoir à l'université, pourquoi vous êtes un bon étudiant, pourquoi vous êtes brillant, pourquoi vous serez vraiment un bon étudiant pour notre université. Donc ça, c'est vraiment important d'expliquer tout ça. Je vous en supplie, évitez de dire que vous voulez apprendre l'anglais ou que vous voulez découvrir l'Angleterre, vous avez une passion pour le thé ou la pluie, parce que ça ne marchera pas. Il faut vraiment donner en fait des bonnes raisons. Si vous voulez découvrir l'Angleterre, il y a plein d'autres moyens de le faire que d'étudier dans une université prestigieuse. Donc nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est pourquoi vous voulez étudier dans notre université et qu'est-ce que ça peut vous apporter par la suite. Alors, évidemment, quelques petits conseils. Faites vos recherches vraiment sur le cours, comme je l'expliquais, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le cours en particulier. Faites un plan pour votre lettre. Préférablement, moi, je conseille toujours de le faire en anglais en premier. Et surtout, c'est votre voix qu'on veut entendre. On ne veut pas une lettre parfaite dans un anglais britannique superbe parce qu'on va comprendre que ce n'est pas vous qui l'avez écrite. Donc, ne la faites pas écrire par un natif ou ne la faites pas relire par un natif. Surtout, ne copiez rien d'Internet parce que ça aussi, ça se voit et ça se sent. Notre équipe d'admission et nos professeurs sont très au fait, donc ils le verront immédiatement. On veut vraiment comprendre en fait pourquoi vous voulez nous rejoindre. Sur le site de Study Experience, vous avez aussi des conseils pour rédiger votre lettre pour étudier à l'étranger. Donc, je vous conseille aussi de regarder le site. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc maintenant que l'Angleterre est hors de l'Union européenne, les étudiants européens vont payer ce qu'on appelle les international fees ou overseas fees, donc des frais de scolarité qui sont un peu plus importants que par le passé, mais on a vraiment beaucoup de ce qu'on appelle les scholarships, qui sont l'équivalent de bourses d'études, donc vraiment, et qui sont vraiment accessibles, et en particulier, comme je l'expliquais, aux étudiants européens et encore plus aux étudiants français qui ont en général vraiment un très bon background en ingénierie, puisque les écoles françaises, on a la chance d'avoir un très bon système éducatif en France. Donc surtout, renseignez-vous, faites vos recherches, vous avez vraiment de grandes chances d'obtenir un scholarship. On a une équipe dédiée que vous pouvez contacter à studentfunding@cranfield.ac.uk et ils vous guideront aussi parmi tous les scholarships que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez postuler. En termes de visa, évidemment, à partir de cette année, vous aurez besoin de faire une demande de visa aussi, donc ça, il faut aussi le prendre en considération. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi notre site internet. Il y a le site du gouvernement aussi qui est très bien fait, qui va vous expliquer un peu toutes les pièces que vous devrez collecter avant de faire votre demande de visa. Mais voilà, la chose assez sympa, c'est que pour les étudiants européens, ça sera relativement simple puisque voilà, c'est une chose nouvelle et ça sera assez simple pour vous d'accès. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire et vous donner une présentation générale de Cranfield. Je vois que ma collègue Kenisha nous a rejoint. Kenisha, can you hear me? Hello there, Corinne. Yes, I can hear you. Can you hear me? You? Sorry, I did my presentation in French, so we're going to switch in English now. Donc, Sure. évidemment, ma collègue Kenisha va vous présenter son cours. Et elle va être aussi rejointe par d'autres collègues et puis des étudiants. So, Kenisha, shall I just leave it with you to introduce Mark, unless Mark, you have some questions for me?
Cool. No, that was great, Karine. Thank you very much. Right. Is it Kanisha or Ron that's speaking next? I'm here. Yes. We're Oh, both okay, here. fantastic, Ron. Oh, sorry, Ron. Yeah, actually, sorry. Yes. Am I speaking next, or is Hi, Kanisha Ron. speaking next? Yeah, Yes, go sorry, for am it. I? Please. Yes. Please do, Ron. I'm going to share my screen real quick. I cannot share my screen while other people are sharing, right? I'll stop sharing then. I should be able to now. Yeah, you should be able to. Right. So what I'm going to do is just give you guys a general overview of what the center does and what the and kind of where the course sits in the EMB. So this is kind of the big picture view of the overall activities and the kind of MSc thesis topics and what they can do. And then Kanisha can go into the actual course. Is that correct, Kanisha? Is that? That's perfect, Ron. Yeah. Yes. That Right. works. So I will share my screen. Oh, it doesn't help. It has too many things open. I think this is the one. Right. Can everybody see my screen? Yeah, all fine. Yep. Thank you. So EMB sits in a theme called Environment and Agri-Food at Cranfield University. And Environment and Food is divided into two centers. One is a center around soil and agri-food, SAFI, and another one is a center I lead, which is around Central Environmental and Agriculture Informatics, and the EMB sits in that. The reason it sits in a center around informatics and around the theme digital is we kind of recognize that decision-making, and particularly around management, environmental management, more and more has this focus and has roots in digital. And so a lot of digital technology kind of sits within EMB, but also sits within the center. So if you think about the various stages, and again, you know, this is kind of the market to which EMB speaks to. If you think of the various stages of industrial revolution, we are now very much in this economy 4.0 space, whereby basically you have a set of technologies around digital that truly are transforming the economy. I mean, just to kind of go through the slides, the four stages are basically industrialization, which is mechanization process, which is industry 1.0, and then the ability to do things in mass manufacturing, in industry 2.0. The industry 3.0 is very much around robotics, and that's what we lived through in the 80s, 90s, and 2000s. And now we're really into this industry, economy 4.0, which is around digital. And really, that's the space where the center sits. That's the space that we like to occupy as a center, but that's also the space that EMB is moving more and more into. Next slide. So why are we interested in a digital environment? Why are we interested in thinking about digital? Because in many ways, digital is basically sustainable and environmental science. Digital approaches makes environmental sense. So in the center there of this slide, you see the various elements around digital technology, and you know, it's the insights, applications, and user engagement, which to a large degree is where Kanisha sits, although she's learning more and more about the other stuff too. And it's where EMB sits in insights and applications and user engagement. But it goes all the way from data capture, and again, EMB does a lot of stuff around that. How do we understand how systems work? And then the infrastructure, algorithms, analytics, those are different MSc courses, but they all kind of feed into this endpoint, which is that user engagement and getting real-time insights and applications. And of course, the setting of the whole thing then leads to what in our view is a far more sustainable society, so that this entire picture in effect describes environmental management for business. Because in essence, if you are smart about how you do things and you're digitally smart, then you become far more precise about your supply chains, you become far more precise about how you manage your business, therefore you have less loss, less waste, you're environmentally neutral. You start thinking about your entire business as a system, and its various components. It addresses things, and all businesses now have pledges around being carbon neutral by a certain time, so the UK government by 2050, etc. It allows you to understand the ecological footprint of your business.
it enables you to empower citizens and connect to citizens through digital technology, and it embeds your business in circular economy. So these elements that typically sit in, I'm sorry, a package just arrived, that sit in EMB is this element of these components that bring into this digital element. So the center itself is constructed around various components. One is, how can we obtain far more precise and better information about the environment, about businesses, practices, et cetera, et cetera. So we have in the center access to FAM and Airplane. So there's all these advanced sensor platforms. Basically, we have so the center is basically built around engineers that can build sensors, and data scientists that convert that data coming from sensors to information, and then finally decision scientists that very much take that information and convert it into data, into usable, actionable information for decision science. So here's an example of where we put digital central to decision making. So we are very core to the UK government in their digital strategy and how to enable better decision making using digital technologies. And to the right is an exercise for the Oxfam ARC, which is a big planning decision-making space UK government's quite busy with. And it gives you a flavor and feel of how these digital technologies actually look in practice to help decision-making. So those are priority corridors for both green space. So these are green priority corridors. And they kind of articulate where the optimum space is for green corridors. And in the bottom, you see some biodiversity plots that are then associated to those green corridors. And then here's a space that Kenisha sits in, and EMB. And so this is where we turn all this know-how and knowledgeable know-how and understanding into actionable know-how. And this is some work that Kenisha did around foresight, which is kind of planning. Kenisha can explain this far better, but it's basically about planning how and what are some of the challenges that we might be facing into the future. And in many ways, I've presented it back to front because really it's around this foresight, the gathering and understanding how people make decisions, what kind of base of information and evidence base they need for decisions that actually then lead to us designing these tools, which then lead us to deciding where the heck we put sensors and decide to get best information about the environment. And that in a nutshell describes the rich background in which EMB sits, which allows our students to both be more on the business side and decision-making for the business side, but other students move more into that mixture of technology and business, and how can technology help business. It has that very rich space. And so a lot of their thesis projects sit in that very rich space between technology, business, and decision-making, as I've described here, and build off a lot of these projects. And that's it for me. Thank you very much. I'm happy to take any questions. I'm not sure how you guys want to manage this. Thanks, Ron. Thank you very much. That was very advanced. Yeah, I mean, I was telling students if we understood all that in English, then they're doing okay. They've got the level. They've got the level to come and study. It's in a nutshell. We directly address and base our approach to Economy 4.0, where kind of Economy 4.0 is at the heart of what we do. And so in essence, we embed and equip our students with a tremendous understanding of how Economy 4.0 works and what the tools are available for them and why it's such a powerful way of thinking and tools around that. And then with that, we also embed them this sense of this interplay between technology, business, and decision-making, and how the three interplay. And that is, again, something we can really provide students that sets us aside from the traditional, business courses, if that makes sense. So it's in essence a real set of tools we give them that transform and enable them to operate in ways that others would not be able to. There you go, that's my pitch. Thank you, Ron. Thank you, Ron. And Kenisha, I think, so you're also part of the EMB program. I am. So thanks for that, Ron. That was really helpful. Karen, I'm not sure if you're sharing
screens. Would you like, yeah, shall I share my? Or I can find it, but it'll take me a couple of minutes to find the slides. Oh, If that's you've got it fine. at hand. Okay, excellent. It's already so. Oh, okay, excellent. So No, I think that was a real useful context that Ron just provided. So I'll focus now just on the course, how it's structured, and some of the kind of skill sets that we're hoping to equip students with on the course. So let me start by introducing myself. My name is Kenesha Garnett. I'm the course director for the Environmental Management for Business Master's course at Cranfield University. And I'll tell you a little bit about the course in a couple of slides. I've also brought along with me today two of our current students, or students in the kind of current cohort. That's Millie Baldwin and James Benian. James, I do apologize if I butchered the last name of your your last name. But Millie and James will talk to you about their experience on the course so far. And I think there's nothing better than the student voice, to hear it from students themselves in terms of their experience on the course and some of the kind of learning experience, experiential learning experience that they're gaining, but then also the kind of broader skill sets that Ron was talking about in his introductory talk a few minutes ago. So just to say a little bit about the course, we deliver this course in association with our globally recognized School of Management. It's a course that's really designed to equip students with advanced theoretical knowledge. So we expose you to a wide range of environmental frameworks, such as the ecosystem framework. We expose you to kind of life cycle and systems thinking. So really kind of holistic ways of viewing environmental problems. And we also equip you with kind of practical skill sets needed to critically evaluate complex problems. As a student enrolled in this course, you're also gaining, because we're delivering it with our School of Management, you're also gaining practical business management skills that will enable you to communicate and to implement environmental management and sustainability strategies in a range of organizations. So all the way from consultancies who are dealing with some of the major challenges now here in the UK. We've just, not just, but quite recently, the government's released net zero emission legislation. So a lot of companies are trying to adapt their processes so that they can limit or reduce the amount of emissions that they're producing or associated with the products and the services that they produce. So this course will start to work with you and to help you to think broadly about how you deal with things such as net zero emission legislation. On completing the course, next point, if you wouldn't mind, Karen. On completing the course, you will be able to. Sorry, if you go back a little bit for me, just the last point there. On completing, that's okay. On completing the course, you will be able to, at the end of it, you will be able to not only design and implement environmental strategies, but be able to, and sustainable strategies, but be able to implement it in a wide range of organizations, be it, as I said, a consultancy in the private sector, or maybe working as a policy analyst in government sectors. Our course covers a wide range of skill sets. So not just the technical, not only the business, but equips you to think about the kind of legislative aspects of managing the environment. So we are really exposing you to quite a wide range of skill sets and equipping you with those skill sets as well, as you'll hear from our students in a few moments. Next slide, please, Karen. Thanks. So I just thought I'd spend a couple of minutes really just telling you about the structure of the course. So the course is really in three distinct components. The first component is the thought modules. Now the thought modules include 8 compulsory modules. These are 10 credit modules, and they're generally delivered between October and February in an academic year. Now, we deliver our modules at Cranfield in 1-week blocks. This means that students are working on a single module
for the entire week. Now, the 8 modules you can see on the screen. So we start with principles of sustainability, where you're given a broad introduction to some of the core fundamental principles around sustainability, so the social, economic, and environmental aspects or dimensions of sustainability. We then talk to you about how you value and appraise different systems or different products on the basis of or on these sustainability principles. You're then exposed to the leading corporate sustainability module that's delivered by our School of Management. And this is where you're introduced to key kind of leadership and management skills. So how would you go about designing a sustainability strategy, championing that throughout the organization, and developing change management programs to be able to implement those strategies. The list of modules go on, but I'll stop there. I lead the strategic foresight module, which Ron mentioned earlier. In that module, we're really trying to engage with students to think not only about current systems and how they're operated, but think about some of the uncertainties inherent in that system and how those uncertainties might translate to disruption or problematic events in the future, and how would you cope with those events? How would you manage that? A typical example is the pandemic. How do you plan and how do you recover from such disruptive events? So there's a wide gamut of modules, or a wide range of skills that students are exposed to on this course, which will support a broader kind of learning and really equip you to deal with any type of environmental role across the sector, albeit private or public sector. So the second component of the course is the group project. Now, the group project involves students working usually in mixed groups of about 4 or 5 students. I say mixed groups because at this particular point, you are no longer just working with people within your course, but you're working across our entire environment program. So working with students who might be on an engineering course, or students who are doing enrolled in our geographic information management course, or working with students who are in a different theme, so our agri-food students enrolled in the future food sustainability course, for example. So you're working in these mixed groups, and usually the group project runs from February to May. So some of the students here today will be able to tell you about their experiences this year. Students generally work on a project that's sponsored by an industry client who tasks them to solve an industry relevant problem. I'll show you an example of that in the next couple of slides. What you're generally producing at the end of the group project is usually an industry report. It could be an academic report as well, but often we provide training on how to not only write these reports, but how to engage with the client, how to organize yourself, because this is a real world experience of being given a brief by a client and working as a part of a team to deliver on that brief. So this is really an opportunity for students to develop real transferable skills that they can put to good use at the end of their course. Very rarely do you find a master's course that offers an experience, a real kind of work experience during your degree. So that's one of the kind of unique aspects of our masters here at Cranfield. Along with the report, students are required to also present their outputs, usually in a presentation. In the past, pre-pandemic, we've had students develop posters where they are in a physical space and they're presenting their posters to a broad range of people. So their peers, academics at Cranfield, but also our clients or our industrial partners who we invite to come in to review some of the work that our students have done during their group projects. So interestingly enough to note, I mean, one of the key kind of outputs of these projects is not only the kind of experience of working with a wide range of students with very different skill sets, so complementary as well as very diverse skill sets, but the opportunity to engage and to link with an industrial client while you're doing your course. That's always a unique aspect
as I said, of the course. The final component is the individual thesis, and this is where students are then engaged in an individual piece of research. This is undertaken between May and September, so there is very much a sequential development of your course. The taught component between October to February, then students move on to their group project from February to May, and then their individual projects from May to September. And that comprised the year-long master's degree at Cranfield. So the individual thesis constitutes about 40% of your overall grade, the group project 20%, and the taught component 40%. Projects are generally, again, sponsored by industry clients, so students have the opportunity to work again with an industry sponsor for their project. And there is another aspect that's quite unique with the individual project, in that we generally encourage students to produce an 8,000 word academic paper. So as other institutions, you may be required to produce a much heftier thesis report, but a lot of our students have an opportunity to produce a publishable paper with their supervisors, under the supervisor's guidance. And quite often, a lot of these academic papers are converted into a journal article, and students leave Cranfield not only equipped with their degree, but also an academic publication, which, if they're moving into specific roles, gives them a real advantage and makes them very marketable for those roles. So next slide, please, Karen. And I'll be very quick now in going through these slides. So just to give you a few examples of group projects. So here is a group project. You can see students presenting their group project. This is pre-pandemic in a physical space, and presenting it to their peers as well as invited guests. Now, this group project had a mix of students across several MSc courses. So environmental management for business, the course that I'm talking to you about today, environmental engineering, and our future food sustainability course. On this particular project, students were tasked to work with small to medium-sized food businesses. So this was a project that was funded via the European Regional Development Fund. So it was a massive piece of funding that Cranfield University won, and it supported students actively working within the kind of Southeast Midlands region, so within the region where Cranfield is based, working with small to medium-sized businesses to help them achieve their sustainability ambitions. So students carried out a waste audit of the business and worked with the owners of the business to define very cost-effective solutions to reduce waste and improve their sustainability profile, also giving them recommendations as how they can better engage with their customers on the basis of a more sustainable profile. So interestingly to note, and I'll pick on the students who are here in a few minutes. I'll introduce them and let them talk about their experience. But this project was awarded the best group project, the best group presentation on the day because they did such a fantastic job. They actually worked with a local brewery. And they actually converted the spent hops, which is usually just disposed of from brewing beer, the spent hops. So this is the waste grains that are left after you've brewed your beer. And they converted those spent hops into a pilot exercise where they produced mushrooms. Oyster mushrooms, which is a very, very expensive brand of mushrooms in the UK. It was such a creative, such an innovative piece of work that it was awarded the best presentation. And they did such a good job that we organized an event with a national professional body in the UK, so the Chartered Institution of Water and Environmental Management. And this group did such a great job that they provided a presentation at that event. So this is a joint event between Cranfield and a professional body, and we took our students along to showcase some stellar research that they had done. I'll let the students that are here today tell you a little bit about the projects that they were involved in this year, because again, they've also did a fantastic job and won the best presentations. So there seemed to be a theme with students on the environmental management
for business course, winning the best presentation. So a trajectory, if you do join us, that you'd be expected to follow, I dare say. So next slide, please, Karen, if you wouldn't mind. So this is the presentation that they did with our local professional body, and there you can see a mixed group of people in the audience, not capturing everybody that was there on the day, of course. Next slide, please. I did mention that the thesis is produced as an academic paper. So here's an example of a student's work that was published in a really well-respected journal, so Resource Policy. That student went on to take up a very lucrative post in a consultancy, but with a publication behind their name. So this is an opportunity to gain very marketable skills at the back end of a degree at Cranfield. Next slide, please. This is just the profile of students. So this is pre-pandemic. We were very limited in terms of taking photos during the pandemic, where most of our engagement and presentations have been virtual. So at some point, we will give, in these events, we will show some of the experiences during the pandemic. But I'm very happy to tell you about how we've adapted how we deliver our courses during the pandemic. But yes, so this is students engaged in presenting their posters in a physical space, pre-pandemic, as I said, and there is just a lovely interaction to see how they meet with industry representatives or industry sponsors of these projects, and really have rich conversations about what they've done and what their experiences been on the course. Next slide, please. Again, keeping up the tradition. So best posters, not only during the group project, but also during the thesis project. So as I said, a real kind of tradition within the environment program at Cranfield of students enrolled on the Environmental Management for Business course, doing very well and really having a rich experience on the course. Next slide, please. I'll just finish with this slide because I'd be keen for you to hear from our students that are here today and get from them, the kind of experiences on the course. This is just to show a number of different types of roles that our students, our graduates from this particular course go on to take up, the roles that they go on to take up in industry or in the world of work. I'll just pick a few examples just to give you a flavor of the different roles. We had a student last year, and I won't be very specific and point her out, but she appeared on some of the earlier slides. She is now an environmental specialist working with the National Rail Network here in the UK. We've had students who've gone on to take on very technical roles, so a risk analysis or a risk analyst in a water utility. We've had students who've taken on kind of leading roles in major companies, so such as Samsung has the sustainability affairs manager, and we've actually had students who've gone on to take on very senior positions and in international organizations as well. So environmental sustainability specialists, for example, at Unilever. Unilever has organizations, has branches globally. Also sustainability consultant and group CEO. So this is at Dell in France, which you might be very familiar with. A range of roles, just to give you a flavor. This information is much more publicized and accessible through our alumni office. So that's really all I wanted to say on the course today, but I'm really, I'd welcome questions, but I'd really like to now introduce you to two of our students that I've brought along with me. And hopefully they're here. Millie and James, are you here? Yeah, hi. Hi. Fantastic, great. Do you want to introduce yourselves briefly, Millie and James?
Yeah. You're shown as Kenesha Garnett, but noting that you're not. Yeah, lots of Kenesha Garnett's here tonight. But yeah, I'm Millie. So I am on the EMB course. And for my undergrad, I studied business with economics. And I came straight onto the EMB masters from there. Excellent. Thank you, Millie. James? My name's James. I studied geography in my undergrad, so sort of the environmental side compared to Millie with the business side. And yeah, I also came straight from my undergrad. I did that in Sheffield, and then came straight to Cranfield. Excellent. And the reason that Millie and James are here is that they worked with me on a group project, and they were easy targets. I literally, very accessible to me. And I said, Millie and James, would you mind coming on at an event, a recruitment event, and just saying what your experiences have been on the course? And they're probably felt obliged to, but I'm pretty sure they were happy to join. So thanks again, Millie and James, for agreeing to this. I thought we would have a bit of a Q&A. Hopefully you're okay with that. I've got a couple of questions, and maybe just to explore a little bit what your experiences have been on the course. So if I can pick up Millie first. Millie, what really got you interested in the environmental management for business course? So as part of my undergrad, a lot of all of my chosen modules actually throughout the 3 years were things around sort of environmental economics, responsibility in marketing, sustainability, and then my final year dissertation focused on circularity and rental fashion. So it's something that I've sort of I've always had interest in, but gained sort of information on throughout my undergrad. And it was actually the course at Cranfield was recommended to me by my dissertation tutor. And it was at a different uni, obviously. So clearly he's got a good reputation. And yeah, it's obviously sort of environmental issues are really key at the moment, especially sort of with younger generations with the school strikes over the past sort of 2 years. So yeah, I kind of see it as something that's really important and sort of just starting to become sort of make really big headway in industry and governance. So yeah, that's why. Great, thanks Millie. That's fantastic. It really just speak to your interest and your passion in terms of how you perform on a course, to exhibit that interest from an early age as well. So that's really interesting. James, maybe a different question for you, James. Why Cranfield? Why did you choose us? Well, I think Millie sort of mentioned it then. Cranfield has a reputation, not just in the UK, but like a massive international reputation, especially for sort of environmental courses and environmental issues, which is what I was sort of really passionate about. So it was like the main place to go just because of their reputation and the teaching standards. Like obviously all the lecturers are really keen and want you to learn. So just the teaching and the general environmental reputation of Cranfield. Okay, and just to confirm, we haven't asked you and paid you to say anything like that. Okay, no, thanks James, that's really helpful. Millie, what stage are you at right now? Where are you at in the course? So we have just finished our group project last week. So we've just sort of very at the start of doing our thesis. So we've chosen our titles and we've got our supervisors, and my supervisor is actually Kenesha. So yeah, still at the very early stages of the thesis. So you just finished a group project. Can I ask you to elaborate a little bit? How did that go? What was the experience on the group project? Yeah, so me and James were in a group for the group project, also with Kenesha as our supervisor, and we were doing a project for the Oxcam Arc environment
working group, which is basically an area of the UK just above London, and they have come up with some environmental principles that they want to implement within this area. So we were looking at sort of creating a route map to implement them, and we focused on the housing sector. So we produced a report that's hopefully going to be really useful to them. And One group project you forgot to mention. We did win the best presentation as well. So that was nice as well. Yeah, I would imagine so. It's a nice accolade, I think, for the phenomenal work that you've put into that project. What were some of the learning experiences on the group project, James? Maybe if I ask you that. I think actually having face-to-face talk, well, not face-to-face, but obviously you organise client meetings, so you're talking to professionals. So for our project, we had to do a lot of interviews with industry professionals and policy makers. So having the experience of talking to these experts in the field was really helpful. It definitely sort of improved my confidence in terms of emailing and sort of communicating with these big clients that you've got to work with. So I think that was probably the most beneficial part of the group project. Okay, that's really helpful. Maybe just the final questions, and then I'm sure Karine and Mark, there may be questions coming from the audience, so we probably need to leave time for that. Millie, maybe I'll ask you the final question. What advice would you give students who I'm assuming are in the audience here? What advice would you give them about the course if they're thinking about registering for this course? What would you say? I think I've had some prospective students message me on LinkedIn as well, asking questions about whether they'd be suitable for the course and things. I think for that, like I always say, don't worry, because it's a really mixed bunch of backgrounds. So, me and James are reasonably similar. So we've come straight from our undergrad, but we have within our classes mixtures of people of all different ages, of different nationalities, different backgrounds. And we've got engineers, sort of scientists, business focused people. So yeah, I think if you're looking at applying for it, then that's something that I would suggest not to worry about. And then in terms of when you're actually on the course, my advice would just be to get stuck in with as much as you can. So just take the opportunity, get involved in class debates, because that's when our best sessions have been, is when everyone's sort of chipping in and getting involved. We can sometimes go off topic, but that's always good to have. And Cranfield has so many extra opportunities. So me and James both entered a Unilever competition. We're running a webinar in August, and all things that aren't part of the course, but are all these sort of networking opportunities with the uni, sort of from the uni. So yeah, I guess that would be my advice. Just try and get stuck in. Can you tell us a little bit more about the webinar, Millie? You kind of slipped it in there, but no details. Sorry. So it's we're sort of creating a panel discussion, and the title is The Future of Domestic Transport Post-Pandemic, which we sort of came up amongst ourselves as part of a group. And we've got a representative from EasyJet. We had someone from Shell interested, and we're just hoping to sort of interview these industry and sort of government links on what they think the future of transport is, in terms of emissions, as well as looking at sort of commute and sort of post-pandemic, whether people will be commuting more and sort of city living and things. So that's in August, if anyone wants to come. That's really interesting, and we'll certainly make the link available to the panelists here if there's interest in that.
But thank you both. Thank you both for coming along. It's been really, useful just getting your perspective on things. And hopefully, we're here for questions if there are any questions specifically. So thanks, Mark and Corinne. Oh, you're welcome. Thank you, guys. Thank you, Millie and James. That was great. I maybe have just one question, which I'm sure maybe others are wondering, is how have you dealt with COVID as a student, as students on your end? How's that been for you? I think it's not been too dissimilar to normal, because obviously on Zoom and We've lost. Is it just me or we've lost him, right? Shall I jump in there? Maybe. Please, if you wouldn't mind, Millie. Yeah. So, oh God, I just hear James popping back in. Yeah, it's been, obviously it's more ideal when you're on campus, but we were quite lucky in the sense that before Christmas we had quite a lot of sessions face to face, obviously socially distanced and everything. But I think the uni's coped quite well with sort of implementing Zoom, and we've all got Microsoft Teams. And for the most part, I don't think it's disrupted it too much. The group project, I think, would have been nicer in person, but I think we've achieved what we set out to on Zoom. And actually, it's quite a good experience because, the sort of industry world is likely to sort of be picking up a lot more Zoom scenarios in the future. So it's probably quite a good opportunity to be learning all of those before we go into jobs. Sure. Thanks, Kanisha. Brilliant. Thank you very much. Well, if anyone has anything to add, I don't think I've got questions for Millie no, not yet. But if anyone has questions, now's your last chance. And then I'm going to start blah-blahing in French about how to make a good application for master's degrees abroad. So if you have any final questions, please let me know now. No, je crois que c'est bon. All right. Okay, well, look, no, Kanisha, thank you so much for your input. Thank you, Millie. Thank you, James. Thank you, Ron. Thank you. Thanks for having us. Excellent. Thank you. Thank you so much for having us. Bye. You're welcome. Thank you, guys. Cheers. Bye-bye. Bye. Alors, tac, du coup, ça va être à moi. Je vais partager mon écran. Tac. Voilà. Alors, écoutez, merci aux courageux qui ont tenu jusqu'ici. C'est super. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup plus de votre temps à ce stade, mais bon, je sais qu'aussi, vous attendiez peut-être aussi cette partie pour avoir des tuyaux généraux, pour ceux en tout cas qui me demandaient, qui me posaient des questions sur d'autres filières. Voilà, on va essayer d'adresser ça aujourd'hui. Tout a été enregistré, hein, donc encore une fois, vous pouvez y revenir par la suite. Je vous enverrai le lien dès demain par email. Voilà. Je crois. Est-ce que Karine, tu peux juste me confirmer qu'on voit l'écran? Tout va bien. Normalement, ouais. Nickel, tout va bien. OK. Allez, allons-y. Donc là, l'objectif, c'est d'aborder plusieurs points. Donc déjà, comment choisir son université, comment identifier sa filière et l'université qui vous correspond le mieux pour pouvoir ensuite monter un dossier du coup convaincant et optimiser vos chances d'admission. Et la base pour ça, c'est déjà de postuler au bon endroit. Et donc, on va voir plusieurs choses, notamment quel type d'établissement ciblé, le type d'environnement, on va parler un petit peu budget, classement, voilà, c'est différentes choses auxquelles il faut réfléchir quand vous commencez à cibler un master à l'étranger. Première chose, je pense, c'est peut-être l'environnement dans lequel vous souhaitez étudier. C'est vrai que vous avez différents types d'universités. À gauche, vous avez NYU, par exemple, au centre de New York, qui sera une université très urbaine. À Londres, vous en avez également dans ce même esprit-là. Et vous avez, à l'inverse, d'autres universités comme Cranfield, d'ailleurs, qui sont plutôt des universités que je qualifierais peut-être de rurales.
où là, vous avez vraiment un campus où tout se situe au même endroit, plutôt à l'écart d'une ville, et où vous avez vraiment tout sur place, autant les infrastructures de recherche. Cranfield, je sais, dispose de son propre aéroport, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné. Vous avez aussi des universités plus traditionnelles, style évidemment Oxford, Cambridge ou Durham, ou des endroits comme ça, avec une architecture assez distinctive. Donc, bon, déjà, où est-ce que vous avez envie d'être? Quelqu'un qui a envie d'être au centre-ville, c'est peut-être pas le même profil qu'un étudiant qui se contente, qui sera heureux voilà, à l'extérieur d'une ville. C'est peut-être pas le point le plus important, mais c'est quand même pas négligeable puisque vous allez passer une partie de votre vie sur place. Il faut être bien. Ce qui est peut-être plus important encore, c'est le type d'université et le type d'enseignement que vous souhaitez recevoir, en fait. Et à ce titre-là, vous allez avoir vraiment différents types d'enseignement. Vous allez avoir des universités souvent plus anciennes, plus traditionnelles, qui vont être beaucoup dans la recherche, en fin de compte, où vous allez avoir aussi souvent des cours en plus grand groupe, et où l'enseignement passe parfois, pas toujours, c'est une caricature un petit peu, mais passe parfois peut-être au second plan. À l'inverse, vous avez d'autres universités, euh, souvent plus petites, où vous allez avoir une insistance sur les petits groupes, les petites classes. Alors Cranfield, ceci étant dit, me fait mentir aujourd'hui. C'est toujours bien d'avoir un contre-exemple, puisque là, on est sur une université qui, en matière de recherche, est vraiment à la pointe, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, et qui pour autant voilà, va proposer des cours en tout petits groupes. Je crois que Karine nous parlait de 7 étudiants par classe. Donc évidemment, voilà, on ne peut pas forcément définir des universités comme ça et les ranger dans des tiroirs aussi facilement. Mais en tout cas, c'est peut-être des choses auxquelles il faut vous intéresser quand vous identifiez les universités qui pourraient vous intéresser. C'est de regarder, par exemple, certaines statistiques comme le nombre d'étudiants par classe ou la quantité de recherche qui va être effectuée dans le domaine spécifique qui vous intéresse et que vous avez envie de développer. Voilà, le tout, ça va constituer une expérience et c'est fondamental dans ce que vous allez faire par la suite. Alors évidemment, on nous parle beaucoup de classement et d'accréditation et je conçois tout à fait l'importance de ces choses-là quand vous identifiez les universités que vous auriez envie d'intégrer. J'ai un discours un petit peu à contre-courant par rapport à tout ça. Je trouve qu'il faut, bon, certes, regarder les classements, mais il n'y a pas que ça qui compte. Vous allez avoir certains classements généraux, comme celui du Times, comme QS, Shanghai, qui vont identifier les universités, souvent celles qui investissent le plus en matière de recherche. Ce sont celles-ci qui vont être les mieux classées, tout simplement parce que le fait qu'elles soient plus ou moins citées dans les journaux académiques va faire qu'elles vont être plus ou moins bien classées. Vous avez aussi, ce qui est peut-être plus pertinent, je trouve, c'est des classements par matière. Et c'est pas rare d'ailleurs de trouver des universités qui sont très, très, très bien classées en général, mais si vous voulez y étudier du commerce, elles seront plutôt moyennement classées. Et inversement, des universités pas très bien classées en général, mais qui sont à la pointe dans une matière spécifique. Donc, je pense que c'est bien déjà de regarder un petit peu les deux et de comparer. Mais au-delà des classements, vous avez d'autres choses qu'il faut regarder. Je pense qu'il faut regarder, par exemple, le taux de satisfaction des étudiants. Ça, c'est quand même très, très important. Vous avez, encore une fois, des exemples d'universités très, très bien classées, mais pour autant, les étudiants ne sont pas forcément hyper satisfaits de leur formation à l'issue du programme. Et ça, à mon sens, c'est problématique. Vous avez des accréditations aussi pour… alors, celles que vous voyez s'afficher en haut à gauche, la AACSB, EQUIS, AMBA, ça concerne les écoles de commerce, mais vous avez aussi des accréditations équivalentes pour d'autres domaines, l'ingénierie, le journalisme, puisque je sais que quelqu'un ici est intéressé par ce domaine-là, par l'architecture. Voilà, vous avez toutes sortes d'accréditations qui vont vous apporter certaines garanties au niveau de la qualité de l'enseignement, en fait, tout simplement.
les universités qui vont disposer, par exemple, de cette triple accréditation AACSB et QUIS AMBA, en tout cas pour le commerce, puisque c'est de ça qu'il s'agit, elles vont faire partie d'une élite qui regroupe moins d'1% des universités mondiales. Donc, c'est vrai que ça peut être un bon indicateur. Et vous avez aussi un autre critère dont on ne parle pas beaucoup, c'est la qualité de l'enseignement. Et donc, vous voyez en haut au milieu, TEF, c'est the Teaching Excellence Framework, qui va distinguer les universités selon la qualité de l'enseignement qu'elles dispensent, en fait. Donc, vous avez la médaille d'or chez les universités qui vont vraiment être performantes là-dessus, souvent des universités avec un enseignement en petits groupes, par exemple. Et voilà, vous avez différents niveaux, et je pense que ça aussi, vous pouvez le regarder. C'est un tout, en fait. Il ne faut vraiment pas vous limiter au classement et vous dire je vais cibler que les 5 meilleurs au monde dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément très constructif, puisque vous passez aussi à côté de plein d'autres choses qui sont importantes. L'environnement dont on a parlé à l'instant, le type d'enseignement que vous pouvez, le type d'université, la satisfaction des étudiants, la qualité de l'enseignement. Voilà, c'est différents critères qu'il faut considérer ensemble. Alors évidemment, quand vous allez sélectionner une université, il y a aussi le coût des études qui joue. Et c'est vrai que dans les pays anglophones, puisque c'est plutôt de ces destinations-là qu'on parle aujourd'hui, le coût des études n'est pas neutre, clairement. Au Royaume-Uni, par exemple, je pense qu'en moyenne, il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour une année de master. Bon, après, il faut réfléchir à cette question-là du budget de manière juste aussi. Si on prend le cas spécifique du Royaume-Uni, on sait que cette formation se ferait en un an. Donc, en fin de compte, même si elle coûte à peu près 20 000 euros, on sait très bien qu'en France, vous pouvez faire une école qui va coûter dans les autres 10 000 euros par an et vous aurez 2 ans à faire. Donc, en fin de compte, le coût global serait le même, voire probablement supérieur en France, puisque vous auriez en plus 2 années de logement et de vie courante à financer. Et puis, je pense qu'il faut peut-être aussi considérer ce projet comme un investissement pour votre avenir. Quand on voit une université comme Cranfield qui sait dire que 96% de leurs étudiants trouvent du travail dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Alors, je vois qu'on me pose une question. Karine, yes. Pardon Marc, je voulais juste pour compléter un peu ce que tu dis, je voulais juste préciser qu'on a fait des études en fait, alors je parle évidemment que pour Cranfield, je ne peux pas parler pour les autres universités britanniques, mais au moins pour la nôtre, le montant dépensé pour le master est en fait recouvré sous 1 an et demi, 2 ans, puisque les étudiants en fait accèdent à des jobs plus prestigieux et par conséquent mieux payés et plus rapidement que sans faire en fait l'université. Donc voilà, c'est des études qui ont été menées chez nous. Donc c'est sûr que c'est un investissement de départ, mais voilà, ça peut être rentabilisé assez rapidement. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Pardon Karine, j'ai été éjecté de la réunion. Je ne sais pas comment. Mais c'est très bien que tu aies pris la parole, du coup, comme ça. J'expliquais juste que voilà, les frais de scolarité qui peuvent sembler élevés sont assez rapidement couverts en fait par le fait que les étudiants peuvent accéder à des emplois mieux payés et plus rapidement que clairement, oui, un master. Bien voilà. sûr. Et comme on avait conduit des études récemment à Cranfield, voilà, c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans le retour sur investissement. Voilà, c'est juste ce que c'est ça. Voilà, donc bien considérer ça avant de partir en courant quand vous voyez les frais de scolarité. C'est vrai que c'est un coût, mais c'est un investissement pour votre avenir et en principe, ce coût-là est rentabilisé même très rapidement puisque, comme disait Karine, au bout d'1 an, 1 an et demi, il est rentabilisé. Alors, les masters se font d'une manière différente selon les pays. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Royaume-Uni, là, pour le coup, avec Cranfield, où les masters se font en 1 an. C'est vraiment l'un des gros avantages de faire ces études au Royaume-Uni. C'est cette possibilité d'écourter quelque part vos études, puisque bien que ce master se fasse en 1 an, il est bien équivalent
un Master 2 en France à votre tour. Maintenant, si vous êtes intéressé par d'autres destinations, on peut voir le Canada, les États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, bon, ces masters peuvent varier aussi là, en durée, plus souvent en 2 ans, comme le système français. Donc avec un système, la licence en 3 ans, qui s'enchaîne avec un master. En Amérique du Nord, la licence se fait plutôt en 4 ans et vous enchaînez avec un master de 2 ans. Mais bon, à considérer aussi, si vous voulez partir sur une longue durée, si vous voulez partir moins longtemps. On n'a pas du tout parlé des formations en ligne et des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui recherchent une formation à faire en parallèle d'un travail, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une solution. Quand vous allez chercher le master qui vous correspond, il faut tenir compte également de ce genre de critères-là. Et donc, quand on parle de master, vous avez aussi différents types de masters. Vous allez voir souvent apparaître les sigles MA, MSc. MA, c'est le Master of Arts. Alors, généralement, ça va regrouper tous les masters qui sont, alors j'ai envie de dire littéraires, pas vraiment, mais bon, enfin, c'est les masters qui vont, par exemple, l'histoire, la littérature, la philosophie, les humanités. On va dire qu'ils vont moins concerner le domaine scientifique et le côté quantitatif. Mais le MA est tout à fait équivalent au MSc en termes de niveau. Le MSc, lui, va plus souvent concerner des études qui intègrent une partie de sciences ou de maths. Mais les programmes de commerce, souvent, vont être plutôt MSc. Mais si vous voulez faire une spécialisation en marketing, par exemple, très souvent, c'est plutôt un MA. Donc, bon, il n'y a pas vraiment une règle d'or, ça porte souvent à confusion. D'ailleurs, quelque part, parfois, on trouve dans 2 universités différentes, le même master va être intitulé MA ou MSc. Il n'y a pas forcément une règle importante, mais par contre, ce sur quoi vous pouvez être sûr, c'est que les deux sont équivalents et débouchent sur le même niveau d'études. Que vous fassiez un MA ou un MSc, il n'y en a pas un qui est plus prestigieux que l'autre. La durée des études est identique et débouche sur les mêmes opportunités par la suite. Et puis, vous avez évidemment aussi le MBA, dont on parle très souvent, alors, traditionnellement, le MBA est accessible après avoir validé un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Les meilleurs masters, enfin les meilleurs MBA, nécessitent 3, 4, 5 ans d'expérience, parfois même de l'expérience managériale ou exécutive, pour intégrer ces formations. Je pense qu'historiquement, c'est des programmes qui se destinaient d'ailleurs plutôt à des étudiants, peut-être ingénieurs, par exemple, qui voulaient compléter leur formation avec quelque chose de commercial pour leur permettre de gérer des projets ou des équipes ou des entreprises. Mais bon, peu à peu, ça s'est vraiment démocratisé. C'est vrai que les MBA, maintenant, on en mange à toutes les sauces. Vous avez même des MBA qui sont accessibles sans expérience professionnelle. Mais bon, un MBA, c'est un master. Hein. C'est simplement un master of Business Administration. Et vous pouvez très bien faire, par exemple, un master en management ou un master en marketing ou en finance. Ce sera équivalent en termes de niveau à un programme MBA. Et puis, vous avez aussi les programmes de recherche qui sont peut-être moins demandés, enfin à mon niveau, j'ai moins de requêtes par rapport à ça, mais pour des personnes qui se destinent notamment à de longues études, et à un doctorat par exemple, bon, bah là il faut passer par la case Master of Philosophy, là c'est vraiment de la recherche pure. Vous allez à l'université, vous bénéficiez des installations de l'université, vous êtes supervisé dans votre recherche, mais vous n'avez pas de cours. Alors que le Master of Research, lui, c'est plutôt un hybride. Vous avez de la recherche, évidemment, mais également quelques cours. Voilà. Alors que si vous faites un master classique, il peut y avoir un petit volet recherche, puisque notamment le mémoire que vous avez à rendre nécessite pas mal de recherche, mais bon, globalement, vous avez pas mal de cours tout au long de l'année. Alors,
Petite interlude, petite page de pub très rapide, puisque je ne vous ai pas vraiment parlé de Study Experience et je ne me suis pas vraiment présenté en fin de compte. Mais Study Experience, c'est une agence qui accompagne les étudiants qui ont un projet d'études à l'étranger à tous les niveaux. Et notre rôle, écoutez, c'est de vous accompagner dans la recherche du programme, dans la gestion des démarches administratives et puis surtout, je dirais, dans l'optimisation et le montage de votre dossier de candidature. Et c'est de ça qu'on va parler dans un instant. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z pour que vous ayez un conseiller qui vous guide dans toutes ces démarches-là, depuis l'orientation initiale jusqu'à votre départ, votre installation sur place. On pense au logement, au visa, à l'assurance, toutes ces questions-là. Voilà, c'est pas mal d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous aiguille sur ces démarches-là. Voilà, fermeture de la page pub. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de comment candidater dans les programmes de master. Et peut-être la base, c'est d'avoir déjà le bon timing, c'est de s'y prendre au bon moment. Alors, dans un monde de bisounours, je pense que c'est pas mal de s'y prendre au moins 1 an et demi à l'avance. Enfin, de commencer en tout cas votre réflexion par rapport à ce projet-là 1 an et demi à l'avance et peut-être de démarrer les choses concrètement 1 an à l'avance. Donc, concrètement, pour un programme de master, quand vous rentrez en 3e année de licence, c'est le moment de s'y prendre, vraiment. Enfin, de commencer à activer, d'identifier les universités, les programmes qui vous ciblent, de commencer à vous préparer aux différents tests officiels dont on va parler dans un instant, les tests pour évaluer votre niveau d'anglais, mais vous avez aussi certains tests de compétences qui vont évaluer d'autres choses. Voilà, vous pouvez aussi commencer déjà à réfléchir aux lettres de motivation, aux lettres de recommandation que vous allez devoir demander ou fournir, en sachant que typiquement les dossiers se déposent entre 8 et 10 mois avant la rentrée visée. Hein, donc voilà, il faut s'y prendre assez tôt. Alors pour les masters, on a quand même un petit peu plus de latitude et souvent, contrairement aux étudiants qui postulent post-bac, qui doivent se tenir à des dates limites très strictes, en principe, au niveau master, on est moins soumis à ces dates limites, à quelques exceptions près. Mais pour autant, voilà, c'est toujours mieux de postuler tôt. Plus vous allez postuler tôt, plus vous avez de chances quand même d'être admis dans le programme que vous ciblez. Et donc voilà, je ne peux pas suffisamment insister sur le fait que voilà, c'est important de s'y prendre tôt. Maintenant, si toutefois, parmi nous, nous avons des étudiants qui visent une rentrée, par exemple, pour ce mois de septembre, sachez que ce n'est pas trop tard non plus. C'est encore possible de postuler dans pas mal d'universités. Il ne faudra plus trop traîner là pour le coup, mais c'est techniquement encore possible. Et vous verrez qu'il y a plein d'opportunités qui restent encore ouvertes à vous. Alors, j'ai un petit peu décomposé le process de candidature en étape par étape, on va dire. La base, ce sont les modalités administratives déjà. Donc, selon les universités que vous allez cibler, selon les pays, selon le type de programme, écoutez, les modalités seront parfois différentes. Dans la plupart des cas, au niveau master, on postule directement auprès des universités ciblées. Souvent directement en ligne d'ailleurs sur le site internet de l'université. Vous avez la possibilité de créer votre dossier et une fois qu'il sera complet, c'est par ce biais-là que vous allez le soumettre. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même des choses qu'il faut regarder. La base, c'est déjà de regarder les critères d'admission de l'université. On a vu tout à l'heure que l'université de Cranfield, par exemple, demande typiquement un dossier avec mention. Alors, vous allez avoir des universités plus ou moins sélectives qui vont être plus ou moins regardantes sur votre dossier académique. Mais déjà, au stade de recherche où vous allez commencer à cibler les universités qui peuvent vous correspondre ou pas, déjà, une base, c'est de déterminer, OK, est-ce que j'ai des chances quelque part de rentrer dans ce programme? Si vous avez 10 de moyenne et que vous visez Harvard, ça va être quand même compliqué pour ne pas dire impossible. Et ce sera une perte de temps et d'argent et d'énergie. Donc déjà, la base, c'est OK, est-ce
est-ce que potentiellement, au niveau des résultats que j'ai obtenus, est-ce que je rentre dans les clous? Vous pouvez être un peu en dessous à la rigueur, ça, ce n'est pas forcément gênant parce qu'on va voir qu'on peut compenser aussi un dossier avec d'autres choses. Tout ce qui est lettre de motivation, expérience professionnelle et des choses comme ça. Mais bon, dans les limites du raisonnable, il faut quand même se rapprocher des notes requises par ces universités. Et puis, assurez-vous aussi d'avoir tous les documents nécessaires et d'avoir le temps de passer tous les tests nécessaires. Si, par exemple, pour le mois de septembre, vous vouliez viser une formation qui nécessite de passer certains examens qui ne sont plus dispensés, ça va exclure cette possibilité-là. Donc, la base, c'est déjà de bien regarder les critères d'admission, de regarder les dates limites pour postuler s'il y en a. S'il y en a, généralement, elles ne sont pas vraiment négociables. Et puis ensuite, voilà, le dossier sera constitué et soumis par le biais des sites des universités. Voilà, dans 99% des cas, pour le niveau master, on postule individuellement à chaque établissement qui vous intéresse. Donc, j'ai brièvement parlé des relevés de notes et des diplômes. Donc, ça, évidemment, ça fera partie du dossier que vous allez soumettre. Ils vont regarder tous vos relevés, toutes vos notes depuis le bac compris en principe. On ne va pas monter plus loin. Ce n'est pas la peine de fournir vos relevés de collège, lycée. Mais le bac et tout ce qui s'ensuit. Et puis, typiquement, si vous postulez du moins dans un programme anglophone, vous devez fournir ces documents traduits par un traducteur assermenté. Ça fait partie des choses qu'on sait faire aussi chez ces Study Experience, évidemment. Mais voilà, il faut que ce soit des traductions assermentées. Et vous ne pouvez pas le faire vous-même, par exemple. On me pose souvent la question, tout simplement parce que ces documents doivent être officiels et légalisés. Et voilà, l'université veut certaines assurances et preuves que ce sont vos vraies notes et que vous n'avez pas un petit peu trafiqué les notes. D'où l'importance de traduction officielle. Les tests d'admission, très important. Vous allez avoir deux types de tests d'admission. Celui que vous allez plus ou moins tous, si vous postulez en tout cas pour une université à l'étranger, vous serez tous confrontés très probablement au test d'anglais, qui est une condition incontournable, malheureusement. Je sais qu'on me posait la question tout à l'heure, mais voilà, il faut absolument passer un test d'anglais. Le plus connu, c'est peut-être l'IELTS, vous avez le TOEFL aussi. Ce sont les tests les plus communément acceptés. Plus ou moins toutes les universités au monde vont accepter ces deux tests. Il peut y en avoir d'autres parfois. Le Duolingo est pas mal accepté en ce moment en raison du Covid, parce que c'est un test que vous pouvez passer chez vous derrière votre ordinateur. Alors, pas toutes les universités l'acceptent, mais il y en a quand même pas mal qui le font en ce moment à cause du Covid. L'IELTS et le TOEFL, ce sont des examens un petit peu plus classiques que vous devez passer dans des centres d'examen. Et qu'est-ce qu'on va évaluer dans ces tests-là? C'est votre niveau global d'anglais, en fait. Donc, tout simplement l'écrit, l'oral, votre compréhension. La différence entre les deux, vous avez l'IELTS qui est plutôt britannique, le TOEFL qui est américain. Et l'IELTS peut-être un examen plus classique, c'est-à-dire que l'écrit se fait au stylo dans une salle de classe, l'oral se fait face à un professeur ou un examinateur, là où le TOEFL se fait exclusivement à l'ordinateur, notamment l'oral que vous faites directement dans un micro en répondant à des questions qui vous sont posées automatiquement. Donc ça, bon, en fonction des goûts de chacun à voir, les deux sont équivalents en termes de difficulté et en termes de niveau. Et bon, pour pouvoir rentrer dans une université anglophone, il faut typiquement un bon niveau B2, voire C1, si c'est un peu, voilà, vous vous situez un petit peu. Alors, dans certains cas, pas toujours, je vous rassure, et c'est plutôt l'exception que la norme, mais dans certains cas, vous pouvez être amené à passer un certain test de compétences, comme le GRE, qui est un test que vous... Alors, plutôt demandé aux États-Unis qu'ailleurs, mais et qui sera spécifique à une matière. Si vous voulez faire des études de mathématiques aux États-Unis, on vous demandera de passer le GRE avec donc la filière du coup plutôt mathématiques. Et vous devez le valider avec certains scores pour être considéré par cette université. Vous avez le GMAT qui est très courant aussi pour
les études de commerce. Dans les masters très prestigieux de commerce, on peut vous demander. Karine, je ne sais plus si Cranfield demande le GMAT, il me semble que oui, non, dans certaines formations. Pour le School of Management, oui. Oui, voilà. Donc, en ingénierie, mais pour School of Management, oui. Donc, bon, ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez préparer. On peut le préparer partout. Vous pouvez le passer aussi partout. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez passer non plus en 5 minutes sur un coup de tête. Il vaut mieux être bien préparé et obtenir un bon score pour être admissible, on va dire, dans la formation souhaitée. Vous avez d'autres tests que je ne vais pas tous citer. C'est un petit peu... c'est pas forcément très intéressant. Après, c'est à voir en fonction du projet de chacun, mais pour le droit, pour la médecine, voilà, vous avez différents types de tests que vous pouvez être amené à passer dans certains cas. Alors après, ce qui va vraiment faire la différence, donc une fois qu'une université aura évalué la base, donc vos relevés de notes et votre niveau d'anglais, ce qui va faire la différence et ce qui peut vous distinguer par rapport à d'autres candidats, c'est évidemment votre lettre de motivation et votre motivation de manière générale d'ailleurs. Et ça, je sais que Karine en a touché quelques mots tout à l'heure. Mais je ne peux pas suffisamment insister sur l'importance de cette pièce dans votre dossier. C'est vraiment un élément déterminant. C'est votre opportunité de démontrer par l'écrit à quel point vous êtes motivé pour ce programme, à quel point ce projet est réfléchi et construit. Parce que, bon, ce qui est bien aussi, c'est que ces universités, et donc Cranfield, je ne pense pas que ce soit une exception à ce niveau-là, donc vont regarder effectivement les notes, c'est une chose, mais voilà, un étudiant qui est hyper motivé par ailleurs, mais qui a un dossier peut-être un petit peu moyen, ne sera pas exclu pour autant s'il arrive à bien justifier son projet et montrer sa motivation. Et donc, pour cette lettre de motivation, quelques consignes de base peut-être à considérer, à garder en tête. Une chose que peut-être les étudiants, je trouve, ne font pas suffisamment, c'est déjà simplement de bien lire la page du programme que vous ciblez et vérifier ce que l'université attend de vous. En fait, très souvent, l'université va préciser, quand vous allez dans les critères d'admission, ils vont dire on recherche des étudiants qui ont tel ou tel profil ou qui ont tel ou tel intérêt. Et ça, déjà, ça va vous donner des armes nécessaires pour laisser entendre aux personnes qui prennent ces décisions ce qu'ils veulent entendre aussi. Ça va souvent vous donner quelques clés pour bien formuler vos arguments. Donc, commencez par là déjà. Lisez le programme, le contenu du programme. Et vous allez forcément trouver des indices sur ce que recherche l'université comme type d'étudiant. Je vous conseille de rédiger dès le départ en anglais. C'est tentant d'écrire en français et puis de déléguer à Google Translate ou à des choses comme ça. Mais bon, malheureusement, les résultats, en principe, sont vraiment pas terribles. Et même si vous traduisez vous-même, on sent tout de suite que c'est pas fluide. Et en fait, je trouve que quand vous écrivez en anglais, ça vous force à réfléchir d'une autre manière. C'est une autre partie de votre cerveau qui est sollicitée. Et vous allez du coup forcément écrire de manière un petit peu différente. Et ça fait la différence, en fin de compte, je trouve. Puisqu'on ne vous demande pas vraiment d'écrire une lettre à la française. En France, on a tendance à être très... comment dire très traditionnel, très organisé dans le plan d'une lettre de motivation. Ça va être très formel. Alors, c'est pas que ça va être hyper familier dans une lettre anglaise. Il faut quand même rester formel. Mais voilà, la structure est différente. Et si vous écrivez dans la langue que vous visez, voilà, ça va faire la différence. Et puis, au-delà de ça, c'est un bon exercice pour vous. Je veux dire, c'est vrai que si c'est très difficile pour vous d'écrire une lettre de motivation en anglais, ce n'est pas forcément bon signe quand vous considérez que dans un deuxième temps, si vous intégrez le master ciblé, vous allez avoir des mémoires à rédiger, des choses comme ça, en anglais évidemment. Donc bon, c'est une bonne entrée en matière et je vous encourage vraiment à jouer le jeu le plus possible. Alors, c'est bien quand même de préparer un plan en amont pour bien structurer votre lettre et choisir vos arguments. C'est tentant là aussi de dire beaucoup de choses et vous avez souvent beaucoup de choses à raconter et c'est très bien.
Mais voilà, la difficulté aussi, c'est de faire des choix, puisqu'on va vous demander de développer un petit peu tout ce que vous dites. Donc, il vaut mieux identifier 3, 4, 5 arguments vraiment solides que vous développez à fond, plutôt que de faire une liste de choses que vous avez réussi dans la vie jusqu'à présent et qui nous en disent finalement pas grand-chose sur vous et là où vous en êtes. Donc voilà, soyez sélectif dans les informations que vous voulez donner. Alors, Karine, je sais, a aussi parlé de la question d'aller vous inspirer d'exemples sur Internet ou de faire, alors, surtout pas de copier-coller ou de choses comme ça. Attention vraiment au plagiat, hein. C'est un point sur lequel les universités sont bien équipées, c'est-à-dire que les lettres souvent vont être automatiquement relues. Alors, je ne sais pas exactement quel logiciel elles utilisent, mais en tout cas, elles ont la possibilité d'identifier immédiatement s'il y a des parties de texte qui ont été copier-coller d'Internet ou de la littérature de manière générale. Donc, faites très attention quand même à ça, en sachant que c'est un point bloquant, clairement. Hein, ça vous élimine directement du process, donc ça ne vaut vraiment pas la peine. J'ai des étudiants par le passé qui ont copié-collé des textes en plus qui n'avaient aucune importance sur le fait qu'ils faisaient du sport et du tennis et des choses comme ça. Voilà, ça n'ajoutait pas grand-chose à la lettre de toute façon. Et se faire du coup recaler pour quelque chose comme ça, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Donc, surtout, évitez vous pouvez regarder des exemples sur Internet, je sais que c'est tentant, mais ne vous attardez pas trop là-dessus parce que aussi, ça va vous empêcher d'être spontané dans votre propre travail. Et puis, ce qu'on recherche vraiment, c'est l'originalité, votre propre originalité, voilà, qui vous êtes. Et ça, personne d'autre ne l'aura écrit avant vous sur Internet. Faites simple, évitez les phrases longues. Les Anglais parlent de manière très directe. Donc, voilà, les phrases qui font 4-5 lignes, on évite. Essayez, voilà, pour chaque phrase que vous faites, essayez de dire, de donner un argument. Et vous verrez que voilà, ce sera déjà peut-être plus facile à écrire d'ailleurs pour vous, surtout en langue étrangère, ce n'est pas un exercice qui est simple. Mais à côté de ça, ça sera aussi plus facile à lire, plus digeste et voilà, plus dynamique et plus convaincant aussi. Alors, l'autre pièce qui va être presque tout aussi importante que la lettre de motivation, c'est la lettre de recommandation. Donc là, cette fois-ci, vous êtes un peu plus tranquille parce que ce n'est pas vous qui devez l'écrire, ça va être un professeur ou un professionnel éventuellement. Mais là aussi, c'est vraiment une pièce importante. Hein. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que souvent, quand vous demandez une lettre à un professeur, il va vous rendre quelque chose qui fait 3, 4, 5 lignes, dans lequel il dit, bon, voilà, cet étudiant a bien travaillé pendant 3 ans et je vous le conseille avec plaisir. Ce n'est pas vraiment suffisant. Les universités comptent sur ces lettres vraiment pour en savoir plus sur vous et ce que vous avez fait pendant ces 3 ans, à quel point vous avez été investi dans votre formation, quels sont aussi vos intérêts extérieurs, quel est votre potentiel, quelle est votre capacité à suivre une formation en langue étrangère dans un autre pays. Il y a toutes sortes de choses dont on peut parler le référent et auxquelles les universités sont sensibles. Donc là, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fournit un guide à transmettre aux référents pour qu'ils sachent à peu près, voilà, c'est les informations qui sont importantes et qu'ils prennent conscience aussi de l'importance d'écrire quelque chose d'assez complet. Selon les destinations, c'est plus ou moins important. Aux États-Unis, par exemple, c'est vraiment crucial. Les lettres de recommandation doivent vraiment être fournies et puis il faut en fournir plusieurs. Donc voilà, bien insister auprès de vos professeurs sur l'importance de cette pièce également. Donc voilà un petit peu le tour du sujet. Vous avez les coordonnées de l'entreprise ici. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone ou à poser des questions maintenant tout de suite si vous en avez. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste, donc je ne sais pas si j'aurais répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Si vous vouliez parler d'un cas particulier ou de votre projet personnel, je serais ravi de le faire dans un deuxième temps lors d'un rendez-vous téléphonique ou en visio, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas sur le question-réponse. Je vais les prendre. Je vois que j'ai Morgane, par exemple, qui nous demande quand nous sommes dans une école de commerce,
de niveau L3. Alors voilà, oui, alors ça c'est un sujet qui arrive souvent en France. Ce sont des étudiants qui ont validé 3 ans de commerce, mais qui n'ont pas forcément un diplôme. Pour certaines universités, ça pose un souci. Je ne sais pas, Karine, si à Cranfield, c'est problématique ou pas. Justement, j'ai répondu. Ah bon? Je peux le lire, pardon. Pendant que tu parlais, du coup, je répondais. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je disais juste que, alors je ne sais pas, Morgane, votre cas particulier, mais ce que je voulais dire, c'est que à Cranfield, on accueille des étudiants soit en double diplôme qui viennent de grandes écoles. On a énormément d'étudiants qui viennent de grandes écoles. Donc, soit en fait en double diplôme, c'est-à-dire qu'en fait, ils font 2 ans de prépa, 2 ans d'école d'ingénieur ou de business school, pardon, j'ai dit école d'ingénieur, ça peut être business school, et ils nous rejoignent en 3e année et ils peuvent graduer du coup des 2 universités en même temps. Donc, ça vous fait gagner 1 an en fait. Ou alors, vous faites complètement votre école de business, votre business school en France, pardon, et après, vous nous rejoignez pour un autre master. Il y a plein de possibilités en fait de moduler. Donc, il faut voir en fait et voir votre cas particulier. Mais on a énormément de partenariats en Europe et en particulier en France. On a plus de 250 partenariats avec des différents établissements en Europe. Donc, le double diplôme est faisable. Et c'est vrai que c'est intéressant pour vous d'avoir du coup cette double graduation, cette double formation de diplômante, pardon, bon français, de Cranfield et d'une autre institution en France. Et sinon, peut-être, typiquement, je conseille aux étudiants 2 autres solutions. Parce que là, ça implique, Karine, un partenariat entre son école et Cranfield, quelque part, pour pouvoir valider. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être une piste à creuser. C'est une solution. Après, vous pouvez aussi venir j'appelle master simple. Voilà. Mais après, il y a soit la solution… alors, il y a certains établissements qui acceptent 180 crédits ECTS pour entrer en master. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns qui acceptent. Donc, ça peut être une solution éventuellement. Ou vous pouvez revenir un pas en arrière et valider une 3e année de licence. C'est ce qu'on va appeler les programmes top-up, où là, vous rentrez directement en 3e année de licence dans certaines universités britanniques, pourquoi pas, si c'est ça que vous visez. Et là, à ce moment-là, vous aurez un diplôme de licence reconnu internationalement et qui vous permettra derrière de rebondir sur les masters que vous ciblez. Et au Royaume-Uni, ce qui est pas mal avec ça, c'est que ça ne va pas foncièrement changer la durée de vos études comparé à la France, puisque en fin de compte, vous auriez, après votre Bac plus 3, une autre année, on va dire, de Bac plus 3 à faire, puis le master, et vous aurez l'équivalent du Bac plus 5 en 5 ans également. Donc, ce sera totalement équivalent à ce niveau-là. Peut-être parce qu'on a une autre question. Savez-vous combien de temps à peu près le délai de réponse? Ça, c'est très variable selon les universités, Thérèse. Cranfield n'est pas un très bon élève, Karine. Alors, mais je vais expliquer pourquoi. C'est entre 3 et 15 semaines. Et en fait, la raison est qu'on a un système de vérification des dossiers qui passe en fait de main en main, et on a 7 équipes différentes en fait qui vont regarder les dossiers jusqu'à ce que vraiment ils soient acceptés par le directeur de cours. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Les autres universités, voilà, sont peut-être plus rapides, mais voilà, notre système à nous, il est comme ça. Là, vraiment, ça dépend. Je dirais, en principe, la moyenne, je dis, c'est entre 4 et 6 semaines à peu près, le délai pour recevoir une réponse. Il y en a qui sont au taquet, qui répondent sous 24 heures. Moi, en ce moment, surtout avec Covid, elles sont bien occupées. Mais la moyenne, je dirais, c'est 4 à 6 semaines. Voilà, je pense que c'est pour les undergraduates où c'est un peu plus rapide parce que voilà, pour nous, c'est vrai que les formations sont tellement ciblées et précises que voilà, que les dossiers sont vraiment étudiés à la loupe, chaque dossier. Et je réitère ce que Marc a dit précisément, d'où l'importance vraiment que chaque pièce soit vraiment traitée avec soin, et en particulier le personal statement, la lettre de motivation. Et traduit aussi, je le dis parce que souvent les élèves ne traduisent pas leur CV ou leur relevé de notes, etc. C'est important, je pense, de les traduire aussi parce que voilà. Ça fait gagner du temps. Oui, si le dossier est complet au départ, exactement. On gagne beaucoup de temps, ça c'est certain. Charlotte nous demande si après 2 ans de prépa, la seule possibilité pour intégrer un master en Angleterre est de faire une L3. Non, Charlotte. Enfin, là, c'est…
le système est différent. Donc, c'est vrai qu'en France, si vous restez en France après 2 ans de prépa, vous intégrez ce qu'on appelle les programmes de master, puisque vous rentrez en première année d'une école, par exemple, de commerce ou d'ingénierie, je ne sais pas ce que vous faites. Et voilà, vous avez 3 ans à faire pour valider le master. Au Royaume-Uni, c'est différent puisque vous avez dans un premier temps la licence, le bachelor qui se fait en 3 ans, et après le master. La prépa n'existe pas. Et malheureusement, la prépa ne s'exporte pas super bien non plus, puisque en termes de contenu, c'est une formation très théorique et généraliste qui ressemble en rien, à vrai dire, à ce qui peut être dispensé côté anglais. Donc, si votre objectif, c'est d'intégrer un master au Royaume-Uni, la solution, elle est plutôt de valider une L3 en France, en amont. Donc, effectivement, de valider une licence en France, probablement à l'université, du coup, plutôt qu'en école de commerce, puisqu'ils ne vont pas délivrer nécessairement de diplôme en cours de route. Et puis de partir ensuite au niveau master, ou d'intégrer une école en France et de partir dans un endroit comme Cranfield, par exemple, dans le cadre d'un partenariat. Si vous pouvez vous renseigner en amont pour voir s'il y a un partenariat en place avec l'université que vous ciblez. Je pense que voilà, pour pas seulement Cranfield, mais les universités britanniques en général, je pense que contrairement au système français, ils ont un peu plus de flexibilité parfois. Donc, comme l'expliquait Marc, je pense qu'il ne faut pas hésiter voilà, à se renseigner et à vraiment voir voilà, des passerelles et des choses qui sont possibles. Mais voilà, je trouve du moins, pour connaître un peu le système français aussi, qu'il y a une flexibilité au Royaume-Uni qu'on ne retrouve peut-être pas en France. Donc voilà, renseignez-vous. Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Je crois que pour l'instant, c'est tout bon. Bah, si vous en avez... Non, hop, juste merci. Bah, merci, je vous en prie, Charlotte. Morgane nous demande une adresse email. Bien sûr, je vais vous donner ça tout de suite. Je vous mets mon adresse email dans le chat. Mais de toute façon, vous allez tous recevoir un email demain avec nos coordonnées et avec le lien pour visionner le replay si vous vouliez revoir certains extraits de la présentation. Donc voilà, vous aurez toutes nos coordonnées, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. J'ai répondu, Suzy, à votre question sur les Summer Schools. Marc, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose? Tu avais répondu, je ne sais pas ce que tu as dit. J'ai juste, elle demandait en fait, pardon. Sur les Summer Schools. Est-ce que tu as une Summer School évaluée? Pourquoi pas. Enfin, c'est toujours positif de s'exposer, on va dire, à quelque chose à l'étranger, d'expérimenter un petit peu, de confirmer si l'approche pédagogique en Angleterre, par exemple, vous correspond. Ça peut être l'opportunité de creuser un petit peu une matière avant de vous engager pleinement dans cette matière. C'est toujours bien pour améliorer votre anglais. Est-ce que ça fera la différence sur le dossier? La Summer School à elle seule, je ne pense pas. Non. Mais pour votre profil, pour votre enrichissement personnel, je pense que c'est toujours positif. Et puis, ça peut que vous faire réfléchir et évoluer sur votre filière, sur ce que vous souhaitez étudier. Et c'est plutôt ça qui fera la différence. C'est que vous allez avoir plus d'arguments à donner voilà, dans votre candidature. Je ne sais pas, Karine, si c'est ce que tu avais dit ou pas du tout. Tout à fait, nous sommes sur la même ligne. C'est vrai? Ouf. Quelle équipe. Tout va bien. OK, bon, bah, écoutez, merci à tous. Merci, Karine, énormément pour ton intervention. Merci à tous qui êtes restés jusqu'au bout. Vous êtes très, très courageux. Et voilà, je vous souhaite tous une très belle soirée. Et puis, à très bientôt, j'espère. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Merci Marc, à très bientôt. Au revoir.